Donc, je vais vous parler de détection de communauté, d'algorithmes efficaces pour faire cette détection de communauté et de limites fondamentales à cette tâche. Alors, si j'arrive, je vais le faire à la main, ça ira très bien. Donc, quand j'ai préparé mes transparents, que ma fille de 10 ans est passée derrière moi, elle m'a dit quel est cet affreux insecte sur l'écran en noir. Ce n'est pas un insecte, c'est un graphe dont les sommets sont des blogueurs américains qui commentaient des élections présidentielles en préparation en 2005 et les arêtes entre ces blogueurs représentent les citations. Donc un blogueur qui citait le blog d'un autre, ça nous donne une arête. Et la tâche de détection de communauté, ça consiste à prendre ce genre de graphe et à essayer automatiquement, juste sur la base de l'observation de ces interactions, à détecter des profils homogènes parmi les sommets qui constituent ce graphe. Donc là, sur la droite, l'algorithme nous a extrait un gros groupe de démocrates en bleu, un gros groupe de républicains en rouge sur la droite, et puis quelques indécis ou des gens qui oscillent entre les deux camps en orange, ou alors l'algorithme, lui, ne savait pas dans quel camp ils étaient. Donc, tout ça sur la base du graphe. Alors, à quoi ça sert la détection de communauté? On a une première application qui nous vient des réseaux sociaux en ligne, comme par exemple Facebook, dont les usagers pourraient bénéficier mieux s'ils étaient connectés à des gens qui partagent vraiment leur goût. Donc si quelqu'un partage votre goût pour les livres anciens ou que sais-je, ce serait pas mal qu'on vous le recommande. Et on peut espérer déceler une communauté implicite de personnes qui ont les mêmes goûts que vous, par exemple sur la base de l'observation de ce graphe d'amitié dans Facebook. Donc ça pourrait alimenter ce genre de recommandations. Une variante assez différente, toujours sur la base de réseaux sociaux, qui a été mise à jour par les révélations d'Edward Snowden il y a quelques années, c'est le Co-Traveler Programme de la NSA. Donc la NSA espionnait la présence des gens à tel ou tel endroit via leur téléphone portable. Elle était capable de déduire qu'il y avait une relation entre deux personnes si jamais elles se rencontraient fréquemment dans des endroits qui n'étaient pas le lieu de travail ou le domicile. Donc c'était une connexion suspecte. À partir de ces connexions suspectes, on peut espérer trouver un groupe d'individus potentiellement dangereux, terroristes par exemple. Donc une détection de communauté d'une nature totalement différente. Donc, pour revenir à quelque chose de plus léger, il y a une application tout à fait générique au commerce qui est la recommandation d'objets à des individus. Par exemple, de films, vous pourriez vouloir voir un film et un engin de recommandation va éventuellement vous suggérer des films qui vous plairont, idéalement. Et donc, c'est une fonctionnalité que Netflix a développée considérablement. Il y a 10 ans, en fait, Netflix a été pionnier en mettant en ligne un jeu de données anonymisé convenablement, mais constitué d'une liste de leurs usagers et de films qu'ils avaient vus et des appréciations qu'ils avaient pu y mettre. Par exemple, Alice n'a pas vu Shining, a vu Quai des Brumes, mais a préféré Bambi, et Deirdre a adoré Shining. Donc ce genre de données, on voit ça comme un graphe, on a une relation entre Deirdre et Shining, on a une relation forte à 5 étoiles, la meilleure note possible pour un film. Est-ce qu'on peut dégager des communautés de films qui sont traités de la même manière par les usagers? Si on sait faire ça, on peut faire de la recommandation à la Amazon. Les usagers qui ont apprécié ce film ont aussi apprécié celui-ci. Donc ça, c'est générique. Vous pouvez changer les films par des chaussures, ça marche aussi très bien. Ça se retrouve absolument partout. Alors, ma troisième et dernière application, pour illustrer la généralité de ce problème, c'est en biologie où on a de plus en plus de données qui sont trop massives pour être inspectées manuellement. Par exemple, on a des informations du type des listes de protéines et des réactions chimiques qui mettent en jeu ces protéines. Donc là, je peux faire un graphe avec chaque sommet représentant une protéine et puis chaque arc traduisant le fait que les deux protéines sont impliquées dans une même réaction chimique. Si j'arrive à dégager une communauté de protéines, eh bien, je peux par exemple inférer qu'elles jouent le même rôle dans la biologie de telle ou telle créature.
Donc ça a été beaucoup regardé pour essayer automatiquement de déceler ce qu'on appelle des groupes fonctionnels en biologie, en regroupant des constituants chimiques, par exemple les protéines. Donc c'est tout à fait générique, à tel point que Google a proposé un format universel de représentation des données qu'ils appellent le graphe de connaissances, qui est précisément un graphe. Donc il se présente de la forme suivante. C'est une liste de paires d'entités qui sont annotées par le type de relation qui les relie. Donc ça pourrait être deux protéines, la réaction chimique dans laquelle elles sont impliquées, ça pourrait être un film et un usager, etc. Donc c'est un problème générique, il a des applications à n'en plus finir, donc on va les oublier complètement, les applications, et maintenant on va passer à la résolution du problème. Le but, c'est de trouver des algorithmes qui nous donnent des communautés qui sont précises, qui capturent quelque chose, et ce, à un coût de calcul faible. Alors, le plan pour mon exposé, ça va être de vous donner un algorithme dans un premier temps, de le motiver un petit peu, ensuite d'essayer de mieux comprendre son fonctionnement. Et on va voir qu'il y a deux régimes intéressants. Il y a un régime où la vie est facile, où on a des données qui sont suffisamment abondantes pour qu'on puisse extraire avec notre algorithme le signal qui nous intéresse. Et puis on va ensuite regarder un cas beaucoup plus délicat où le signal est un peu plus caché, où il faut travailler plus, où notre algorithme a besoin d'être amélioré. Et ça va être la dernière partie de mon exposé. Donc, le schéma générique d'algorithme procède en deux étapes. D'abord, on fait un plongement, ensuite, on fait un regroupement des sommets une fois qu'on les a plongés dans un espace. Alors ici, mon plongement, c'est juste de projeter les sommets de mon graphe dans un plan, donc un plongement dans un espace à deux dimensions. Et puis ensuite, il s'agit, une fois qu'on a fait ça, de regrouper les sommets. Donc, je vais d'abord vous dire comment on les regroupe et ensuite je vais passer le plus clair de mon temps sur la partie plongement qui est celle qui va nous intéresser. Alors, il y a un algorithme qui est attribué à Lloyd en 1957 qu'on appelle les cas moyennes, qui est tout à fait classique et tout à fait adapté pour ce partitionnement une fois qu'on a réalisé notre plongement. Il procède de la manière suivante. On a nos points dans notre espace, mettons le plan. On jette au hasard quelques centres qui vont être des représentants de nos communautés qu'on cherche à créer. Et ensuite, on fait la chose suivante. Dans un premier temps, on associe les points de données à leur centre le plus proche. Donc, j'ai dessiné ici les régions d'attraction, si vous voulez, de ces centres. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on ajuste la position des centres pour les positionner au centre de masse des points qui leur correspondent. Donc voilà, je les ai bougés pour refléter un peu la position des points qui leur sont attachés. Ensuite, je redessine les régions sur la base de la proximité à ces nouveaux centres et j'itère. Donc là, hop, j'ai convergé. Et en fait, ça converge toujours parce qu'une mesure des distances des points au centre réduit. Donc on va finir par s'arrêter. Donc c'est un algorithme qui est tout à fait général, très simple à utiliser, très rapide. Donc des gens travaillent encore à l'améliorer, par exemple, parce qu'il est sensible à l'initialisation, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il est très bien, on va pas y toucher. Donc voilà un exemple. J'ai les données du prix Netflix avec des usagers et des films que j'ai plongé dans un plan, j'ai fait tourner les cas moyennes dessus et j'ai mes groupes qui se dégagent, qui sont coloriés automatiquement pour moi par le logiciel MATLAB. Et maintenant, j'oublie le problème du partitionnement et je me concentre sur le problème du plongement. Alors, on a une recette pour faire du plongement, la recette de choix, qui est due au célèbre statisticien Karl Pearson. Alors ça nous emmène encore plus loin, on était en 1957, maintenant on est en 1901. Donc Karl Pearson a proposé ce qui s'appelle l'analyse en composantes principales pour justement réduire la dimensionnalité d'un jeu de données. Alors, comment est-ce que ça procède? Eh bien, on a nos données. Ici, j'ai représenté des points dans un espace à 3 dimensions. On va essayer de les
de réduire la dimensionnalité. Par exemple, on pourrait essayer de les représenter par un seul nombre, donc passer à une dimension 1. Et la démarche dans l'analyse en composantes principales serait alors de choisir la droite telle que si on projetait les points sur cette droite orthogonalement, eh bien on aurait la somme des distances au carré qui serait minimale, des points à leur projeter. On pourrait faire ça en 2 dimensions si on le souhaite. Et donc la contribution majeure de Pearson, ça a été de dire comment trouver ces plans ou ces droites optimaux. Alors là, je vais mettre un signe d'avertissement. Je vais utiliser un petit peu de terminologie d'algèbre linéaire, donc j'espère que ça ne sera pas trop douloureux pour un trop grand nombre d'entre vous. Mais, les données, on peut les voir comme des vecteurs. On peut mettre ces vecteurs les uns à côté des autres. Ça nous donne une matrice de données. Et donc l'analyse en composantes principales, ça procède d'un traitement de cette matrice. On extrait des caractéristiques qu'on dit spectrales de cette matrice. Alors plus précisément, Z transpose, c'est un produit de matrice. Et donc si je sais ce qu'est un vecteur propre, eh bien j'extrais les vecteurs propres de cette grosse matrice, Z transpose, correspondant aux valeurs propres les plus grandes. Je prends les D plus grands et ça va me définir mon espace de dimension D optimal pour l'analyse en composantes principales. Donc on va essayer de mettre ça en œuvre pour notre problème de plongement d'un graphe. Alors comment représenter notre graphe? Le plus simple, l'approche vraiment la plus naturelle quand on a un graphe, si on veut le voir comme une matrice, eh c'est de considérer ce qu'on appelle la matrice d'adjacence, où on a la ligne I et la colonne J un 1, si et seulement si les sommets I et J sont connectés. Et donc on peut voir ça comme un peu les données que j'avais dans le slide précédent vous parlant de l'analyse en composantes principales. La colonne J, ça va être la donnée correspondant au sommet J. Et c'est à ça que je vais éventuellement essayer d'appliquer une analyse en composantes principales pour faire une réduction de dimension pour avoir mon plongement. Et là, j'aurai toutes mes briques en place. Alors, un mot sur cette matrice d'adjacence. Elle capture d'une manière très compacte le comptage des chemins dans notre graphe. Si j'élève cette matrice à une certaine puissance t, eh bien, l'entrée correspondant à 2 sommets U et V, ça me donnera précisément le nombre de chemins dans le graphe de longueur t qui connectent le sommet U au sommet V. Alors je rappelle, puisque je vais utiliser ces notions d'algèbre linéaire, ce qu'est un vecteur propre et une valeur propre. Donc pour notre matrice A qui code les chemins, un vecteur propre et une valeur propre, ce sont des modes résonants de cette matrice. Donc si vous voulez, si j'applique une excitation à un sommet U qui est d'intensité XU, si maintenant je propage ces excitations le long de tous les chemins de longueur t, je regarde l'excitation incidente à un sommet V, ça va être la somme sur les U des XU fois le nombre de chemins de longueur t qui connectent U à V. L'excitation reçue par le sommet V, ça va être l'excitation initiale XV, amplifiée par ce qu'on appelle la valeur propre lambda et qui elle-même est élevée à la puissance, la longueur des chemins. Donc voilà une façon, si vous voulez, de concevoir les vecteurs propres et les valeurs propres comme des modes résonants sur ces matrices. Et donc la prescription de Pearson pour faire notre plongement, elle va être la suivante. On a notre matrice d'adjacence. On va extraire des vecteurs propres, ceux qui correspondent aux plus grandes valeurs propres. Et ça va nous donner notre espace de dimension D optimal pour approximer nos points de départ, qui va être l'espace décrit par ces vecteurs propres, x1 à xd. Et de plus, les coefficients pour trouver les projections de nos colonnes sur cet espace vont être donnés par les coordonnées de ces vecteurs propres. En définitive, notre réduction de dimension à une dimension D, 2, 3, 4 peut-être, eh bien, ça va consister à attribuer à un sommet U les coordonnées correspondant à U des premiers vecteurs propres qu'on a extraits. Et voilà notre réduction de dimension. Donc c'est ce que j'avais fait là sur le diagramme avec les données de Netflix, donc 2 vecteurs propres, un plongement à 2 dimensions, on applique les K moyennes.
Donc on peut le faire, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui restent à traiter. On aimerait savoir si cette méthode est bonne, si le choix de la matrice d'adjacence est judicieux, et comment la méthode se comporte si on a des données plus ou moins bruitées, plus ou moins conséquentes, la taille de notre jeu de données. Donc tout ça, on est un peu limité pour y répondre en toute généralité. C'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle. On a besoin d'un modèle génératif de données, et ça va nous permettre d'apporter des éléments de réponse à ces questions. En effet, si on se contente de la comparaison de performance d'algorithmes sur des jeux de données empiriques, ce qu'on doit faire, puisque c'est la finalité de nos algorithmes, eh bien, on aura une compréhension assez limitée de leur performance. Pire encore, on ne saura pas forcément mesurer la qualité de ce qu'ils nous fournissent. Par exemple, là, dans le cas des blogueurs démocrates ou républicains, des gens avaient inspecté manuellement les textes des blogs, donc bon, on savait qu'un tel était républicain ou démocrate, mais dans pas mal d'applications, on n'a pas accès au vrai groupe qu'il faudrait dégager. Donc c'est un problème général dans l'apprentissage dit non supervisé. On n'a pas accès direct à ce qu'on cherche à obtenir. Donc, si on a un modèle génératif de données, à ce moment-là, on va pouvoir quantifier la qualité des algorithmes, on va pouvoir déterminer des limites fondamentales sur la faisabilité de la tâche, et ça va nous guider pour améliorer les algorithmes dont on dispose, par exemple celui que je vous ai décrit. Alors, le modèle, c'est le modèle stochastique par bloc qui nous vient des années 80, où des auteurs l'ont introduit pour modéliser les réseaux sociaux. Et c'est le modèle vraiment naturel. Si on vous forçait à produire un modèle en 2 minutes, c'est sans doute celui-ci que vous proposeriez. Alors, on part des communautés, on se donne des blocs de sommets, et ensuite on met des arcs au hasard pour faire notre graphe, avec une probabilité de présence d'arcs qui va dépendre uniquement des blocs auxquels appartiennent les extrémités. Donc ici, j'ai 3 blocs. J'ai des arcs en rouge qui sont interblocs, qui apparaissent avec une certaine probabilité, et des arcs bleus intrablocs qui apparaissent avec une autre probabilité. Et donc le jeu, ayant un graphe comme ça va être maintenant de retrouver ces blocs, et comme on les a plantés dans le modèle au départ, on va pouvoir évaluer la qualité de différents algorithmes, ce qu'on ne sait pas faire sur des données empiriques. Donc, juste pour récapituler, à quoi ça correspond la détection de communauté dans cette perspective? Eh bien, on a notre signal de départ, soit l'appartenance à des blocs, soit, si vous voulez, cette matrice que j'appelle matrice de signal, qui nous donne les probabilités de présence d'arêtes. Par exemple, en bleu foncé, les arêtes intra-blocs pour le premier bloc, en rose, les probas d'arêtes entre le premier et le troisième bloc. On observe un graphe aléatoire qui correspond à notre modèle, et on cherche à retrouver le signal, et on va pouvoir mesurer la pertinence de ce qu'on a fait en comptant la fraction des blocs qu'on a correctement classés dans les bons blocs. Donc c'est un problème de statistique en grande dimension auquel on est confronté. Alors, je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que l'algorithme que je vous ai proposé n'est pas absurde lorsqu'on a ce que j'appelle un signal assez riche, suffisamment fort. Et ensuite, on va passer au cas où le signal est faible et où là, on va avoir des problèmes. Il va falloir aller chercher un peu plus loin pour avoir un algorithme efficace. Donc ça, c'est une simulation de ce modèle stochastique par bloc, un plongement spectral à 2 dimensions. On voit bien les 4 groupes qu'on a utilisés pour créer le modèle qui se dégagent, qui se retrouvent à peu près au même endroit dans le plongement spectral, donc ça semble cohérent. Alors je vais introduire maintenant une notion de force du signal dans ce problème. Mes probabilités de présence d'arêtes entre 2 sommets, je vais supposer qu'elles grossissent avec un facteur que j'ai indiqué en rouge, qui est D, la force du signal, sur N, le nombre de sommets, qui lui est grand.
Donc moralement, cette force du signal, c'est aussi le nombre moyen de voisins que les sommets ont dans mon graphe. Pardon, voilà. Donc un signal fort, pour moi, c'est un signal grand devant. Si je regarde le spectre de ma matrice d'adjacence, donc, pour pouvoir faire mon plongement selon l'algorithme que je vous ai donné, eh bien, il a une forme assez particulière. Il a tout un tas de valeurs propres qui sont proches de 0, c'est l'histogramme sur la gauche, et puis il y a quelques valeurs propres qui sortent de ce gros paquet et qui en fait correspondent assez précisément aux valeurs propres de la matrice de signal, la matrice par bloc non bruitée que j'ai dessinée sur la droite. Le signal qui nous intéresse est en fait tout à fait fidèlement capturé par les vecteurs propres correspondants. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a ça en quelques mots. Alors, pour ça, je vais faire un petit passage par des éléments de théorie des matrices aléatoires. Donc, les matrices aléatoires, en fait, elles ont commencé à être étudiées par le célèbre physicien Eugène Wigner dans les années 50, qui avait proposé comme modèle des niveaux d'énergie des atomes les valeurs propres de grandes matrices aléatoires. Et donc, il a initié l'étude de ces matrices aléatoires, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, il y a une école française très, très active sur la question. Et donc, l'un des piliers des travaux sur ces matrices aléatoires, ça a été la loi du semi-cercle de Wigner, qui dit que si j'ai une grande matrice avec un grand nombre de colonnes et de lignes, n, que chaque élément est une variable aléatoire centrée de variance sigma carré sur n, eh bien, toutes les valeurs propres sont d'ordre sigma, en fait. Et plus précisément, elles se répartissent selon un histogramme qui va devenir exactement un semi-cercle lorsque n tend vers l'infini. Donc c'est assez remarquable. On a un peu le même genre de phénomène dans notre problème de statistique en grande dimension. On observe notre matrice d'adjacence qui est la somme d'une matrice de signal, ce qu'on cherche, plus une matrice de bruit. Eh bien, notre matrice de bruit, il se trouve que la variance des éléments, elle est d'ordre d sur n, où d est ma force de signal. Eh bien, si je m'inspire du résultat de Wigner, je vais dire que les valeurs propres de ma matrice de bruit sont d'ordre racine de d, racine du signal. Et il se trouve que c'est vrai, ce n'est pas exactement le modèle de Wigner, mais c'est vrai, au moins lorsque la force du signal d est suffisamment grande. Il faut qu'elle soit grande devant 1, on ne peut pas prendre un d fixé pour ça. Par ailleurs, notre signal, lui, il a un spectre qui est d'un ordre de grandeur d, les valeurs propres sont d'un ordre de grandeur d, et maintenant, on a à notre disposition un ensemble de résultats qui datent du XXe siècle sur la façon dont on perturbe le spectre d'une matrice lorsqu'on lui ajoute une autre matrice. Et lorsque on a des matrices au départ, des valeurs propres au départ qui sont grandes devant les valeurs propres de la perturbation, on change à peine les valeurs propres. Donc c'est en ce sens que on peut exactement retrouver ou fidèlement retrouver notre signal dans un régime où on a un signal fort, notre paramètre d est grand, à partir des plus grandes valeurs propres. Donc, le plongement spectral débruite efficacement nos données, on arrive à retrouver nos blocs, les choses marchent très bien. Si par contre on a un signal faible, un degré moyen qui est petit, ça s'effondre. Et on le voit sur le dessin, là j'ai l'histogramme des valeurs propres d'une de ces matrices. Ça s'étale, on ne voit pas ressortir de ce magma de valeurs propres qui sont distinctes et qui captureraient le signal. Donc on a un problème. Alors ça pourrait paraître un pur souci intellectuel d'essayer de travailler sur ce cas qui est plus difficile. Je pense que ça n'est pas juste le souci de faire des mathématiques délicates. Il y a vraiment une motivation derrière, c'est que si l'algorithme classique s'effondre dans ces cas où le signal est faible, et que par contre un autre algorithme permet d'extraire du signal, cet
autre algorithme va être meilleur. Donc il y a une motivation pragmatique, ça va être un crible pour détecter quels sont les bons algorithmes. Donc on va maintenant aborder cette partie, la dernière partie de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, qui est que se passe-t-il lorsque le signal est faible. Donc mon paramètre degré moyen dans mon graphe aléatoire va être d'ordre 1. Et là, on va s'appuyer sur des intuitions qui nous viennent de la physique statistique. Alors la physique statistique, elle a entre autres comme rôle de nous expliquer des phénomènes de transition de phase. Lorsqu'on change graduellement les propriétés microscopiques de systèmes, on a des propriétés macroscopiques qui peuvent changer abruptement, comme l'eau qui fond, qui passe de solide à liquide ou qui devient gazeuse. Eh bien, on a la même chose. Dans notre problème de détection d'informations dans notre observation, dans notre graphe, on a une transition de phase. C'est ce que ces physiciens ont conjecturé en 2011. Il y a une phase dans laquelle on aura beau se casser la tête autant qu'on voudra, le graphe dont on dispose n'a plus d'informations. Il n'y a rien à faire, c'est fichu. Donc il faut laisser tomber. Il y a une phase, par contre, où il y a de l'information. Et non seulement il y a de l'information, mais on peut l'extraire en temps polynomial. Par contre, c'est un défi de trouver l'algorithme qui va permettre cette extraction. L'algorithme que j'ai proposé avant n'y arrive pas. Donc je vais juste vous redonner les deux phases dans un cas particulièrement simple qui pourrait être notre modèle simpliste de nos blogueurs républicains et démocrates. Donc on va imaginer deux blocs, n sommés partitionnés en deux blocs de taille n sur 2 chacun. Et puis on n'a plus que deux paramètres. Donc la probabilité d'une arête interne à un bloc, ça va être A sur n. N devient grand, A vaut par exemple 10. Ce qui nous donnerait des républicains qui induisent environ 5 citations vers des collègues républicains, idem pour les démocrates, et puis un paramètre B qui va nous donner le nombre typique de citations d'un républicain vers un démocrate ou inversement. Donc, par exemple, 1, ça serait en moyenne une demi-citation d'un démocrate vers un républicain. Et donc, dans ce contexte-là, si je précise la nature de la transition de phase que les physiciens ont prédite, eh bien, lorsque A est trop près de B, qui est capturé par une formule précise, lorsque A moins B carré sur 2A plus B est inférieur à 1, aucun estimateur ne pourra faire mieux pour partitionner nos deux groupes qu'un choix au hasard. On peut les mettre tous dans le même groupe, on se trompera sur la moitié, ou alors choisir avec une probabilité 1,5 constituée de deux groupes, on se trompera aussi sur la moitié. On ne peut pas faire mieux. Et donc, dans le cas complémentaire, lorsque notre paramètre taux est plus grand que 1, là, on a des algorithmes qui peuvent marcher. Et donc, c'est ça que je vais vous décrire maintenant. Comment faire pour extraire cette information? Alors, il y a un premier algorithme que j'ai proposé en 2013 qui consiste à remplacer la matrice d'adjacence qui nous servait à compter les chemins sur le graphe par une matrice qui compte d'autres chemins. Donc les chemins classiques, ils peuvent revenir sur leur pas, faire des boucles, tourner, passer autant de fois qu'ils veulent par chaque sommet. Et un autre type de chemin qu'on peut considérer sur un graphe sont les chemins auto-évitants qui ne repassent jamais deux fois par le même sommet. Donc si je constitue une matrice qui compte les nombres de chemins auto-évitants entre les paires de sommets pour une longueur de chemin bien choisie, eh bien, j'ai réparé en fait la méthode spectrale. Donc la méthode spectrale qui échouait sur la matrice d'adjacence, elle va fonctionner sur cette matrice-là. On va avoir des vecteurs propres qui vont nous révéler une partie du signal. On va pouvoir faire mieux que de jeter une pièce à pile ou face pour trier nos républicains et nos démocrates. Donc ça, c'est une première méthode. Elle est polynomiale en temps. Par contre, c'est un peu pénible de numérer les chemins auto-évitants, donc on pourrait vouloir faire mieux. Alors, il y a une deuxième méthode dont je vais vous parler maintenant, qui a été proposée par toute une bande de contributeurs, dont des physiciens, des informaticiens et des mathématiciens en 2013. Et ça va consister à considérer une matrice qui ne compte plus les chemins auto-évitants, mais une troisième sorte de chemin. Ce sont les chemins qu'on appelle sans rebroussement. Alors, je vous en ai dessiné un petit ici,
Un chemin sans rebroussement, quand il a parcouru un arc U vers V, il n'a pas le droit de revenir directement, de faire V vers U. C'est la seule contrainte. Mais par contre, on peut se promener dans le graphe comme on veut. Donc on a moins de chemins auto-évitants que de chemins sans rebroussement que de chemins, mais on a plus de chemins sans rebroussement que de chemins auto-évitants. Voilà, on a nos trois catégories. Et donc, pour compter ces chemins sans rebroussement, il y a une matrice qui est très commode, qui est la matrice dite sans rebroussement, donc qui est indicée par les arcs orientés du graphe. Et donc, l'entrée indicée par l'arc orienté E et l'arc orienté F, on va lui donner un 1 si E pointe vers F et F ne rebrousse pas sur E, et puis sinon, on va mettre 0. Et si on élève cette matrice à une certaine puissance, eh bien, les entrées de la puissance de la matrice nous donnent le comptage des chemins sans rebroussement. Donc c'est plus facile de compter ces chemins que de compter les chemins auto-évitants. Une fois qu'on a obtenu cette matrice, quelle est la méthode spectrale associée? On extrait des vecteurs propres. Ils sont indicés par des arcs, donc ce n'est pas ce qu'on veut. On les projette pour avoir un vecteur indicé par les sommets plutôt, et à ce moment-là, on a notre plongement et on est de nouveau rendu dans le cadre précédent. Alors voilà une simulation de ce modèle stochastique par bloc avec un signal faible. Et voilà le spectre de la matrice sans rebroussement correspondante. Et on voit qu'on a une image tout à fait particulière. Les valeurs propres de la matrice de signal non bruité semblent apparaître, au moins certaines d'entre elles. Et puis, il y a tout un magma qui, lui, est confiné dans le plan complexe à un disque de rayon, la racine carrée de la plus grande des valeurs propres. Alors, il se trouve que cette image-là, elle est générale, elle est rigoureusement établie. C'est ce qu'on a fait avec mes collègues Charles Bordenave et Marc Lelarge. Donc, on a caractérisé, si vous voulez, les propriétés spectrales de ces matrices lorsque le graphe qu'on considère vient de ce modèle stochastique par bloc. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les valeurs propres de la matrice de signal se retrouvent dans le spectre de cette matrice B si elles sont assez grandes. Il y a une condition, il faut que leur carré soit plus grand que la première, et sinon, le reste est confiné à ce disque de rayon racine de mu. Par ailleurs, les vecteurs propres des valeurs propres qui sortent du disque nous permettent de trouver du signal dans le graphe. Et donc, on peut faire mieux qu'un choix complètement au hasard dès lors qu'on a des valeurs propres qui sortent de ce disque. C'est quelque chose d'ailleurs qui avait été prédit par les physiciens qui avaient intitulé leur méthode la rédemption spectrale. Un titre tout de même assez épatant. Donc, on a établi qu'ils avaient effectivement raison, et ils ont tendance à faire des conjectures qui sont correctes. C'est une bonne chose. Et par ailleurs, on a une condition algébrique pour la pertinence de la méthode. On sait que la méthode va permettre d'extraire du signal dès lors qu'une des valeurs propres de cette matrice de signal élevée au carré est plus grande que la première. Donc, c'est ce que les experts du domaine appellent la condition de Kesten-Stigum. On sait que si elle est vérifiée, alors on a une méthode qui tourne en temps polynomial qui nous permet d'extraire le signal. Alors, je vais, avant de conclure, vous montrer un diagramme de phase de la situation pour la détection de communautés dans ce régime où le signal est difficile à attraper. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est ce qui se passe dans le triangle vert en haut à gauche. C'est le cas où on a un signal qu'on sait attraper en temps polynomial avec la méthode, par exemple, spectrale basée sur cette matrice de non-rebroussement. Je vous ai parlé d'une zone où on ne sait rien faire, où il n'y a pas de signal dans les observations, c'est la zone rose. Donc on pourrait dire que dans le vert, ça correspond à la phase solide de l'eau, il y a des gros blocs qui sont faciles à détecter. La région rose, c'est la phase gazeuse, les choses bougent trop, il n'y a pas de signal, on n'attrape rien. Il y a une phase liquide entre les deux en fait. Il y a une troisième phase dans notre problème où on sait qu'il y a du signal. On sait que nos algorithmes qui tournent en temps polynomial ne parviennent pas à l'attraper.
Et donc, nos amis physiciens qui produisent assez rapidement d'ailleurs des conjectures qui en général sont vraies, prédisent que dans cette phase que j'appelle liquide, eh bien, aucun algorithme qui tourne en temps polynomial ne saura extraire le signal. Donc c'est un mystère sur ce problème de détection de communauté dans ces graphes échantillonnés selon ce modèle stochastique par bloc. Alors, peut-être avant de conclure, je vais juste vous montrer un dessin de ce que ça donne, ce spectre sans rebroussement pour les blocs politiques. Ben, on retrouve un peu ce schéma que j'indiquais et qu'on a réussi à établir dans notre modèle génératif. Donc là, on n'est plus du tout dans le cadre d'un modèle génératif probabiliste qu'on contrôle. On a ces blogueurs politiciens. On retrouve donc nos valeurs propres qui sont sur l'axe réel. On retrouve un paquet de valeurs propres qui sont confinées à un cercle de rayons, la racine de la plus grande. Et donc, ça semble être un phénomène qui dépasse un petit peu les spécificités de notre modèle génératif. Donc, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, la méthode marche très bien sur cet exemple. Alors, j'ai un peu de temps, j'ai été un peu trop vite. Donc, je vais vous dire... ouais. Alors, je vais conclure assez vite, mais avant, je vais juste dire un petit truc sur comment on montre qu'on est dans la phase où rien n'est possible. Et en fait, la façon dont on procède, c'est qu'on se ramène à un problème qui est plus facile. On dit la tâche de la détection de communauté, c'est de retrouver à quel bloc appartient un sommet. Eh bien, on peut considérer le voisinage de ce sommet. Donc, par exemple, en bleu, là, j'ai les démocrates et en marron, mes républicains. Je peux aider ma tâche en disant mais je vais révéler à l'algorithme le type, démocrate ou républicain, des sommets qui sont à une certaine distance, peut-être à 10 bons dans mon graphe, du sommet qui m'intéresse. Donc j'aide l'algorithme. Il se trouve que ce problème de deviner le type d'un sommet d'un graphe, sachant les types des descendants dans ce graphe ou des voisins à une certaine distance, il a été très bien étudié. On appelle ça le problème de la reconstruction d'arbres. On peut le motiver dans un contexte de génétique, par exemple. On peut avoir un trait, les yeux bleus ou les yeux marrons d'un individu. On observe l'arbre généalogique, la couleur des yeux de tous les descendants après 20 générations, et on essaye de deviner quelle était la couleur des yeux de l'ancêtre. Et puis on peut avoir un mode de propagation probabiliste du trait. On peut avoir 2/3 de probabilité de transmettre exactement la couleur de ses yeux, ou une probabilité 1/3 d'échanger. Et donc il y a des situations, il y a une transition de phase là aussi, il y a des situations où c'est impossible. Au bout d'un certain nombre de générations, on n'a aucune information sur la couleur des yeux de l'ancêtre, et des situations où au contraire on y arrive. Et ça, c'est quelque chose qui a été établi d'une manière remarquable dans un papier de Claire avec ses co-auteurs, publié en 2000, qui caractérise cette transition de phase en fonction de la probabilité de propagation du trait et en fonction de la géométrie de l'arbre de descendance selon la vitesse de branchement, la vitesse de croissance exponentielle des voisinages lorsqu'on va de génération en génération. Donc voilà l'autre chose que je voulais vous dire avant de conclure. Alors, mes conclusions. Donc la détection de communauté, on l'a vu, il y a une pléthore d'applications qui sont importantes. Donc ça motive la recherche de bons algorithmes. On en a décrit 2 qui nous amenaient dans le XXIe siècle, qui amélioraient l'algorithme basé sur les cas moyennes de 57 et l'analyse en composantes principales de 1901. Donc en comptant d'autres chemins, en suivant le même schéma algorithmique mais en partant d'une matrice différente, on arrive à faire mieux. Mais c'est encore assez ouvert parce qu'il y a des problèmes de robustesse qui sont encore un peu troublants sur les algorithmes qu'on a proposés.
Mais je pense que plus important encore que la résolution de la détection de communauté elle-même, c'est l'éclairage que ça donne sur la question de la complexité algorithmique, parce qu'il y a des questions qui sont inabordables. Hein. La différence entre P et NP, c'est la question à 1 million, mais c'est trop dur. Ici, si on prend le diagramme de phase que je vous montrais avec la phase liquide, où on a de l'information, mais on n'a pas d'algorithme qu'on connaît qui arrive à l'extraire, essayer de comprendre la nature de la difficulté algorithmique, on est dans un cadre qui est quand même beaucoup mieux balisé que si on s'attaque à P égale NP. Donc on a, je pense, un champ d'investigation des problématiques de complexité algorithmique qui est tout à fait intéressant. Et on peut utiliser nos outils de physique statistique ou de théorie des probabilités qui sont bien adaptés lorsqu'on est dans ce cadre de modèle génératif de graphes aléatoires. Alors que le cadre de la complexité algorithmique sans contrainte est trop dur, peut-être. Donc il faut le restreindre. Et donc la question qui n'est pas 1 million d'euros, qui est sans doute beaucoup moins chère, mais qui est intéressante quand même, c'est que peut-on dire sur notre phase blanche là? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'algorithme qui tourne en temps polynomial qui sait extraire le signal, ou au contraire, est-ce qu'on va pouvoir en trouver? Et avec ceci, je vais m'arrêter.